Durant les heures de pointe du matin, l'aéroport de la ville de Charlotte, en Caroline du Nord, est secoué par une énorme explosion. La fumée s'élevait au-dessus de la clôture. C'était le chaos, on voyait des gens courir partout. Les pompiers se précipitent vers l'un des plus gros hangars d'aérodrome où ils doivent affronter un véritable enfer. Au bout de certain temps, on s'est rendu compte qu'un avion avait percuté le hangar. Un avion navette bondé s'est écrasé au sol peu après son décollage. Il n'y a aucun survivant. On n'y comprenait rien. Cet avion avait déjà effectué 9 vols sans le moindre problème. Les enquêteurs décèlent une série d'erreurs Bill, I have an idea. et découvrent que les passagers des petits avions sont en danger depuis des années. Nous sommes le 8 janvier 2003 à Charlotte, en Caroline du Nord. Les 500 000 habitants de la ville accueillent un nouveau matin. À l'aéroport international de Charlotte Douglas, la pilote de l'aviation commerciale Cathy Leslie est déjà au travail. À 25 ans, cette Texane est à l'emploi d'Air Midwest depuis presque 3 ans. C'est l'un des plus jeunes commandants de bord de la compagnie. C'est une pilote de premier ordre qui forge sa carrière dans un aéroport en pleine expansion. Cet aéroport est un des plus importants foyers d'activité de US Airways, dont les vols desservent la plupart des grandes villes de l'Est des États-Unis. Air Midwest offre un service d'avion-navette, une flotte de Beechcraft 1900D pour transporter un maximum de 19 passagers d'une ville à l'autre. Le Beechcraft est conçu pour couvrir de courtes distances et il jouit d'une excellente réputation dans l'industrie. Aujourd'hui, le commandant Leslie doit conduire son petit porteur jusqu'à l'aéroport de Greenville-Spartanburg, situé à Greer, en Caroline du Nord. Son copilote est Jonathan Gibbs, un homme de 27 ans. How'd you sleep last night? Had a dream I was in Miami. Attention, ladies and gentlemen, this is the final boarding call for Air Midwest Flight 5481 to Greenville, Spartanburg. All passengers wishing to board should make their way to gate. Ce matin-là, Christiana Shepard, âgée de 18 ans, se joint aux passagers en partance pour Greer. Ses parents, Teresa et Doug Shepard, sont des missionnaires baptistes en mission aux Açores. Christiana avait quitté les Açores le 7 janvier. Elle avait passé une nuit à Boston, puis emprunté le premier vol à destination de Charlotte le matin suivant pour y monter à bord de la navette de Greenville. Elle retournait à l'université. Christiana était une fille exceptionnelle. Elle me serrait souvent dans ses bras sans raison particulière. Elle me prenait dans ses bras en me disant « Papa, je t'aime ». À 8 heures du matin, Christiana monte à bord de l'avion. Entre-temps, les pilotes suivent la liste de vérification préalable au décollage. Ils calculent le poids des bagages, des passagers et du carburant. Ils doivent s'assurer que l'avion ne pèse pas trop lourd et que le poids de sa charge est réparti également. De tels calculs sont effectués avant chaque vol commercial. So we got a full house back there? You can count 19 people in the back. Don't know the bags yet. Okay. Mais les bagagistes craignent que le poids des valises n'excède la capacité du Beechcraft. Damn. Captain, how many we gotta take off? We're figuring it out.
Cool. 17,018. 17,120 is our weight, huh? Yeah, is our max. So, we're cool. So, yeah. Good morning. Welcome aboard U.S. Airways Express service to Greenville, Spartanburg. It's a very short flight, maybe 30 minutes gate to gate, so sit back, relax, and we'll have you there in a few minutes. Avant le décollage, les pilotes vérifient les commandes de vol, dont les gouvernes de direction et de profondeur qui leur permettront de diriger le Beechcraft. Flight controls, free and correct. Air Midwest 5481, runway 18 right. Taxi into position and hold. Le commandant Leslie va bientôt décoller. Sur la piste, le bombardier CRJ qui précède le Beechcraft attend son signal de départ. That CRJ sure is a good-looking plane, isn't it? Yeah, wish I was flying it. L'envol du CRJ génère une puissante turbulence et le commandant Leslie doit garder ses distances. They're gonna blast us with his jet blasts. Air Midwest 5481, turn right heading 230. Cleared for takeoff. Set takeoff power, please. Power is set. 80 knots, cross-checked. À 80 nœuds, les pilotes vérifient à nouveau les instruments de vol. En l'absence de problème apparent, Leslie et Gibbs amorcent leur décollage. De la tour de contrôle, le roulement au décollage du vol 5481 semble parfaitement normal. Gear up. What? Sans avertissement, le nez de l'avion grimpe brutalement de 7 à 54 degrés. Oh, help me! You got it? L'équipage lutte pour rabaisser le nez du Beechcraft. Le flux d'air qui balaie ses ailes assure sa portance, mais si son nez continue de grimper, l'air n'y circulera plus aussi facilement. L'avion perdra sa portance, ses moteurs caleront et il tombera du ciel comme un oiseau blessé. Push the nose down! Oh my God! We have an emergency on Air Midwest 5481! Alert 3, standby, runway 18. La contrôleuse aérienne responsable du vol 5481 réclame des équipements d'urgence. L'avion est maintenant à 350 mètres du sol. Il s'immobilise, vire à droite et plonge vers le sol. Le commandant Leslie tire sur le manche avec l'énergie du désespoir. Si elle ne parvient pas à redresser son avion, il va s'écraser. Le vol 5481 se dirige droit vers le hangar bondé d'avions et d'employés de US Airways. Il le heurte au passage et explose sous l'impact. Les réservoirs du Beechcraft ont reçu près de 1000 kilos de carburant hautement inflammable juste avant le décollage, et la violence de l'impact y met le feu instantanément. L'incendie dévorant menace de détruire le hangar, indifférent à la présence de plusieurs avions et de centaines d'employés à l'intérieur. Dans un bâtiment voisin, le directeur des ventes, David Isola, entend la déflagration. J'étais dans mon bureau quand j'ai entendu le bruit d'une explosion. Un type est sorti du bureau voisin pour me dire qu'il venait de voir un avion s'écraser. J'ai aussitôt sauté dans ma camionnette pour me rendre sur les lieux de l'accident. David Isola filme les premières images. Il y avait énormément de fumée. C'était le chaos. La fumée s'élevait au-dessus de la clôture et on voyait des gens courir partout. Le chef du service d'incendie, Keith Rogers, prend le commandement. Il sait que plusieurs aéronefs sont garés dans le hangar et que leur réservoir risque d'exploser à tout moment.
Nous avions plusieurs préoccupations. 1, le sort des passagers de cet avion. 2, celui des gens qui travaillaient dans le hangar au moment de l'accident. Et 3, la présence d'autres avions dans le hangar, car ces avions étaient peut-être en flammes. Nous avions donc plusieurs problèmes à régler. On se posait tous la même question. Y avait-il des survivants? En arrivant sur les lieux, on a aperçu plusieurs mannequins d'essai de choc sur le sol. Je me suis dit qu'un des avions avait explosé et que ces mannequins d'entraînement avaient été propulsés hors de la cabine. Puis j'ai compris. Ce n'étaient pas des mannequins. Le Beechcraft est une perte totale. Le commandant Katie Leslie, son copilote Jonathan Gibbs et leurs 19 passagers sont morts. At about 8:53 this morning, we had an aircraft accident. It had 19 passengers and 2 crew. There are no survivors. On espère toujours ne pas avoir à affronter une situation qui implique autant de pertes de vies humaines. Mais c'est notre travail. C'est vraiment une des tâches, un des devoirs les plus pénibles de toute la carrière d'un sapeur-pompier. L'épreuve des sauveteurs et des auxiliaires médicaux est maintenant terminée, mais celle des familles et des amis des victimes ne fait que commencer. Je traversais le salon et je me suis arrêtée. Mon cœur bat exactement de la même façon en ce moment. J'ai dit, « Christiana n'a pas encore téléphoné? » Elle m'a répondu non. Je savais ce qui lui était arrivé. Je le savais. J'ai saisi le téléphone et j'ai appelé l'université. Un homme m'a dit, « Madame Shepard, nous avons de tristes nouvelles. » Puis il m'a annoncé que l'avion s'était écrasé après le décollage. Je lui ai demandé s'il y avait des survivants et il m'a dit non. Et j'ai compris qu'il fallait me rendre au garage pour le dire à Doug. On n'oublie jamais un moment comme celui-là. Je changeais une ampoule fluorescente quand Teresa est arrivée sur le seuil de la porte. Comment dire ces choses-là? Avec quels mots? Chaque jour, on se sert de centaines de mots. Mais comment peut-on les utiliser pour dire ce genre de choses? Pourtant, je l'ai fait. J'ai dit, Doug, l'avion de Christiana s'est écrasé. À ce moment-là, mon univers s'est écroulé. Les Shepard et les familles des 20 autres victimes veulent savoir ce qui a causé la mort de leurs proches. Il y a près de 5 heures que le Beechcraft 1900D d'Air Midwest a percuté un des hangars de l'aéroport de Charlotte, en Caroline du Nord. Puisqu'il n'y a aucun survivant, les corps des victimes et les débris de l'avion restent en place jusqu'à l'arrivée des enquêteurs du NTSB, le Conseil national de la sécurité des transports. Tandis que les médecins légistes indiquent l'emplacement de vestiges humains d'un fanion rouge, les enquêteurs du NTSB utilisent des marqueurs jaunes pour signaler la présence des bouts de métal qui vont les aider à reconstituer l'écrasement du vol 5481. Lorinda Ward fait partie de l'équipe affectée à l'affaire. C'est le premier écrasement d'avion qu'elle analysera à titre d'enquêteuse en chef. En arrivant sur les lieux de l'accident, je me suis dit qu'on n'aurait jamais cru qu'un avion venait de s'y écraser. L'incendie avait fait tellement de dégâts qu'on avait du mal à croire qu'il s'agissait des restes d'un avion capable de transporter 21 personnes. Tandis qu'une partie de l'équipe examine les débris, Lorinda Ward et son équipe cherchent des indices dans les environs. Mes hommes marchaient épaule contre épaule sur la piste réservée au décollage du Beechcraft accidenté. Ils la scrutaient dans l'espoir d'y retrouver un élément susceptible de nous aider à résoudre l'affaire.
Aucun débris ne doit demeurer sur les pistes, car le plus petit objet peut devenir un projectile mortel s'il frappe un avion au cours du décollage. 3 ans avant le vol 5481, un Concorde a roulé sur un bout de ferraille de 45 cm en décollant d'un aéroport de Paris. Le fragment a percé son réservoir de carburant qui a pris feu. L'avion s'est élevé à environ 200 mètres d'altitude avant de heurter un hôtel voisin. 109 voyageurs et 4 passants ont été tués sur le coup. À l'aéroport international Charlotte Douglas, les enquêteurs scrutent chaque centimètre de terrain. Ils finissent par découvrir un bouchon d'avitaillement un peu trop près de la piste. Il aurait pu être aspiré par un moteur d'avion. Les dommages qu'il aurait pu causer représentaient le plus grand risque. Cette découverte leur suggère une hypothèse intéressante. Tandis que le vol 5481 roulait sur l'aire de trafic avant son décollage, le bouchon d'avitaillement a pu rebondir, frapper une hélice d'un moteur et provoquer l'écrasement de l'avion du commandant Leslie. Il nous fallait récupérer ce bouchon afin de l'éliminer comme facteur d'accident, car il aurait pu tomber de l'avion ou l'endommager en le heurtant. Mais le bouchon d'avitaillement est intact et Lorinda Ward conclut qu'il n'est pas entré en contact avec les hélices du Beechcraft. Les enquêteurs ne trouvent aucun autre élément pertinent sur la piste et l'hypothèse des débris est écartée. À son tour, l'enquêteur du contrôle de la circulation aérienne du NTSB, Bill English, explore un nouveau scénario. Après avoir entendu parler de cet accident, j'ai tout de suite étudié la possibilité d'une turbulence de sillage. Les ailes d'un avion à réaction qui se déplace à grande vitesse perturbent l'atmosphère en générant une violente traînée d'air tourbillonnant. Quelques décennies plus tôt, la NASA avait déjà démontré la puissance des turbulences de sillage et le danger qu'elles représentaient pour les autres avions. Une question se posait. Un autre avion avait-il décollé avant le Beechcraft? Seul un autre avion peut générer ce type de turbulence. Il nous fallait découvrir quel genre d'avion avait décollé avant le nôtre, car les avions plus lourds, les gros porteurs, sont ceux qui génèrent le plus de turbulences de sillage. Bill English étudie les images radars enregistrées ce matin-là et découvre qu'un bombardier de transport régional beaucoup plus lourd que le Beechcraft a décollé juste avant lui. La turbulence de sillage est générée par les extrémités des ailes de tous les avions. Dès qu'un avion commence à s'élever du sol, les bouts de ses ailes créent ce qu'on appelle parfois des tornades horizontales, des tourbillons d'air qui peuvent causer de dangereuses turbulences. Les contrôleurs aériens disposent de procédures normalisées pour espacer les décollages d'avions afin d'éviter entièrement les turbulences de sillage ou bien attendre qu'elles se soient dissipées. Un an auparavant, un avion à réaction d'American Airlines avait décollé dans une zone de turbulence de sillage. Il s'était écrasé dans un quartier résidentiel, tuant sur le coup 260 passagers et 5 passants. You're gonna blast this with his jet blast. Air Midwest 5481. Cleared for takeoff. L'enquêteur Bill English doit maintenant découvrir si les turbulences de sillage du CRJ ont causé l'accident fatal du vol 5481. Il étudie la trajectoire du vol du Beechcraft du commandant Leslie et confirme qu'elle correspond à celle d'un avion qui lutte contre une turbulence. Les autocabrages surviennent fréquemment lorsqu'un avion heurte ce genre de turbulence. L'appareil dresse soudainement le nez et les pilotes ont du mal à corriger la manœuvre pour forcer le nez de l'avion à reprendre sa position. Bill English doit découvrir si le Beechcraft s'est approché trop près du CRJ. Heureusement, la tour de contrôle de l'aéroport de Charlotte possède un système informatique sophistiqué qui suit le mouvement des avions au sol. Son verdict est sans appel.
Le système disposait d'une mise à jour très rapide. J'ai pu voir sur quelle piste et à quelle heure le CRJ s'est arraché du sol et comparer ces données à celles du décollage de l'avion détruit. En traçant la position précise des deux avions au moment du décollage, Bill English fait une importante découverte. Même si les deux avions ont utilisé la même piste, leurs trajectoires ne se sont jamais croisées. Le CRJ s'est arraché de la piste bien plus loin que le Beechcraft. Et les deux angles de trajectoire d'envol ne se sont jamais coupés. L'avion accidenté a effectué une montée initiale presque verticale et n'a jamais eu l'occasion de traverser la turbulence de sillage du bombardier de transport régional. Puisque le Beechcraft s'était arraché et avait grimpé au-dessus de l'angle d'envol de l'avion précédent, la turbulence ne pouvait pas constituer un facteur de risque. Une fois l'hypothèse de turbulence de sillage écartée, le travail de Bill English est terminé. L'enquêteuse en chef Lorinda Ward et son équipe devront maintenant trouver d'autres indices dans les débris calcinés de l'avion. En quelques jours, l'enquête révélera une série d'erreurs et d'hypothèses erronées qui mettent la vie de dizaines de milliers de personnes en danger depuis des années. Quelques heures après l'écrasement, les enquêteurs retrouvent l'enregistreur de conversation de poste de pilotage et l'enregistreur de données de vol du Beechcraft d'Air Midwest. Les enregistreurs sont conçus pour résister à des températures frisant les 1100 degrés Celsius. Mais au cours de cet accident, ils ont partiellement fondu. Les boîtes noires abîmées sont d'abord photographiées puis expédiées au laboratoire d'analyse. Ensuite, parmi les tonnes de débris qui jonchent le sol, les enquêteurs découvrent les câbles de commande de profondeur en lambeaux. Essentiels aux manœuvres de vol, ces câbles relient les manches de commande des pilotes à la gouverne de profondeur, un panneau aérodynamique qui permet de maîtriser la montée et la descente de l'appareil. Des tendeurs maintiennent la tension des câbles. Pour grimper, les pilotes tirent le manche vers eux et les câbles élèvent la gouverne de profondeur, redressant ainsi le nez de l'avion. Pour descendre, ils repoussent le manche. Les câbles inclinent la gouverne et l'avion pique du nez. Les enquêteurs examinent attentivement les tendeurs et les câbles brûlés du Beechcraft. Ils font une découverte troublante. Les tendeurs ont attiré notre attention à cause de leur position inhabituelle. L'un d'eux était complètement étiré, tandis que le suivant ne l'était pas du tout. On les a mis de côté pour les étudier au labo. Tandis que le laboratoire fait ses analyses, l'enquêteur du NTSB, Stephen Carbone, se rend à Huntington, en Virginie. Il y interroge les mécaniciens qui avaient révisé le Beechcraft peu avant l'écrasement. À ce moment-là, on savait qu'il sortait d'un contrôle systématique, c'est-à-dire une simple vérification régulière. Dans le cadre de notre enquête, nous avions besoin de connaître les détails de cette vérification. The cables needed servicing. My guy wrote up a service order and I put him on it. Don't forget the manual. Got it. Au bout de 1200 heures de vol, tous les avions d'Air Midwest sont soumis à des essais de maintenance périodiques, durant lesquels les câbles de commande de profondeur sont automatiquement ajustés. Durant la vérification, un des hommes de l'équipe d'entretien avait découvert que les câbles étaient hors tolérance. Son superviseur a donc noté qu'il allait vérifier la tension des câbles et les ajuster selon les directives du manuel. Les mécaniciens déclarent à Carbone que le travail a été vérifié et marqué du timbre d'assurance de qualité. Selon eux, l'avion était conforme aux exigences du manuel d'entretien. À première vue, les dires de l'équipe d'entretien semblent justifiés. Après cette vérification de routine, le Beechcraft 1900D a décollé puis a atterri 9 fois sans incident avant l'écrasement du vol 5481. Les enquêteurs étudient les données de l'enregistreur de données de vol pour en apprendre davantage sur ces 9 vols. L'enregistreur de données de vol a stocké les données de nombreux vols effectués avant et après le réglage de la tension des câbles de gouverne. Aucun des pilotes des vols précédents n'avait signalé de problème relié à la gouverne de profondeur.
Nous ne savions pas comment la gouverne aurait pu être impliquée puisque l'avion avait effectué 9 vols sans problème avant l'accident du vol 5481. Lorinda Ward apprend aussi que les pilotes du Beechcraft avaient vérifié les commandes de profondeur avant le décollage. Flight controls, free and correct. Ward et son équipe continuent leur enquête afin de vérifier si l'état inhabituel des câbles de gouverne aurait pu provoquer l'accident. Et ils arrivent ainsi au cœur du problème. Normalement, les deux tendeurs sont exactement de la même longueur, mais un des tendeurs du Beechcraft est visiblement plus long que l'autre. Afin d'atteindre le niveau de tension réglementaire, les mécaniciens resserrent les tendeurs des avions. Mais un serrage exagéré raccourcit les câbles et diminue l'amplitude de mouvement de la commande de profondeur. La gouverne de profondeur est conçue pour atteindre un angle de piqué de 14 degrés, mais le Beechcraft ne pouvait pas atteindre un angle de plus de 7 degrés. Les conséquences de cette défaillance sont mortelles. Au début du vol, le nez de l'avion s'est redressé correctement durant le décollage. What? Push the nose down! Oh my God! Mais la capacité d'inclinaison réduite de la gouverne a empêché les pilotes de le rabaisser. À cause des réglages effectués par l'équipe de maintenance quelques nuits auparavant, les pilotes étaient pratiquement impuissants. L'angle de tangage des ailes était trop prononcé. Le flux d'air sur les ailes a été interrompu. L'avion a perdu sa portance et s'est mis à plonger vers le sol. La défaillance de la gouverne de profondeur explique pourquoi le vol 5481 s'est écrasé ce jour-là. Les câbles de commande avaient été mal réglés et les pilotes n'ont pas pu rectifier l'angle de tangage de leur appareil. Stephen Carbone veut savoir comment les mécaniciens ont pu commettre une erreur aussi grave. Yeah, I see that here. Carbone retourne au hangar de maintenance et interroge à nouveau les mécaniciens de service cette nuit-là, mais cette fois, leur version des faits a changé. Most of the guys were just learning the ropes. Les mécaniciens de cette ligne aérienne étaient des sous-traitants embauchés par un service. Tous ceux qui ont participé à l'inspection de l'avion avaient une expérience limitée des Beechcraft 1900D, et l'individu qui a exécuté les travaux cette nuit-là n'était qu'un apprenti en cours de formation. Once you have the rig pin set, adjust the turnbuckle barrels for more tension in the cable. Yeah, I see that here. Le réglage des câbles de commande est loin d'être simple. Il s'agit d'une procédure fort longue, comprenant 25 étapes distinctes. Got it. What about the other steps? Yeah, don't worry about those. Just check the cable tension when you're done, and we're good. That's it. L'inspecteur en contrôle de qualité et le mécanicien de service ont décidé par eux-mêmes de ne pas effectuer toutes les étapes du contrôle périodique. Ils étaient convaincus que seules les étapes choisies étaient essentielles à l'exécution de leur mandat. Cette nuit-là, le mécanicien a sauté 9 des 25 étapes. L'une d'elles était de vérifier l'amplitude de mouvement de la gouverne de profondeur. Si le mécanicien avait effectué cette vérification, il aurait immanquablement remarqué que le mouvement de la gouverne était restreint par des câbles mal réglés. S'ils avaient suivi les étapes du manuel d'entretien, ils auraient découvert ces problèmes bien avant qu'ils se manifestent en vol. Pourtant, un inspecteur supervisait les travaux, mais Carbone découvre qu'il s'agissait de l'homme chargé de former le nouveau mécanicien. Durant la vérification, l'inspecteur en contrôle de qualité agissait également à titre d'instructeur. Il a expliqué les étapes au mécanicien et lui a appris à ajuster les douilles de tendeur. Dans de telles circonstances, l'instructeur effectue les travaux avec son apprenti. Ensuite, il a vérifié son propre travail et, à titre d'inspecteur, approuvé les ajustements qu'il venait lui-même de faire. En apprenant que le mécanicien avait sauté des étapes de contrôle, j'ai été bouleversé.
L'absence de ces procédures a affecté nos vies. La vie de 21 personnes, ou plutôt de 21 familles, a été détruite. On ne se remet jamais d'un tel drame. La famille Shepard poursuit la ligne aérienne. Elle exige également une réparation sans précédent dans l'histoire de l'aviation commerciale, des excuses. Notre odyssée juridique a commencé lorsqu'on a demandé des excuses. Nous voulions que quelqu'un admette on a commis une grave erreur. Mais nous ne savions pas encore que les représentants des lignes aériennes ne s'excusent jamais. Mais ils nous avaient lésés. Ils devaient se lever et déclarer publiquement « Nous sommes désolés d'avoir commis cette erreur et nous ferons en sorte qu'elle ne se reproduise jamais. » Dans cette affaire, les mécaniciens ont posé des gestes qu'ils croyaient parfaitement justifiés. À leurs yeux, il s'agissait d'une nuit de travail comme les autres. Puis, ils ont appris que leur manque d'attention avait causé la mort de 21 personnes. Lorinda Ward et son équipe semblent avoir dévoilé les causes de l'écrasement du vol 5481, mais elle n'est toujours pas satisfaite. Pourquoi les douilles de tendeurs asymétriques n'ont-elles pas perturbé les 9 vols précédents du Beechcraft? On ne comprenait pas comment l'avion avait pu voler 9 fois sans difficulté et s'écraser ensuite. Il fallait découvrir ce qui distinguait le vol 5481 des autres. L'enquêteuse doit apprendre ce qui s'est produit durant les heures et les minutes précédant l'écrasement. Well, it was sitting low when it taxied out. It looked heavy. Quelques témoins ont insinué que l'avion était très lourdement chargé. Les bagagistes ont même eu du mal à fermer la porte parce que des valises pressaient contre elles. Les avions peuvent atteindre un certain poids calculé en fonction de leurs spécifications. S'ils excèdent ce poids, ils n'arriveront pas à décoller. Avant le décollage, on doit donc calculer le poids embarqué. We got a full house back there? How many we gotta take off? We're figuring it out. L'équipage du Beechcraft a bien effectué les calculs réglementaires. Cool. 17018. L'enregistreur de conversation de poste de pilotage nous a prouvé qu'ils avaient fait les calculs nécessaires pour s'assurer que leur centre de gravité leur permettrait de décoller sans problème. 17120 is our weight, huh? Yeah, as our max. À bord de n'importe quel avion, le poids du cargo et des passagers doit être réparti uniformément. Le poids d'équilibre d'un avion devient son centre de gravité. Pour qu'il vole en toute sécurité, ce centre ne doit pas être trop loin vers l'avant, ni trop loin vers la queue de l'appareil. So, we're cool. So, yeah. We don't think we're gonna have to take anything off. Les pilotes d'Air Midwest peuvent tous effectuer les calculs qui leur servent à établir le poids et le centre de gravité d'un vol. Pour y arriver, ils utilisent des poids moyens, 80 kg par passager et 9 kg par bagage individuel. En réalité, leur centre de gravité avait trop glissé vers l'arrière, mais des calculs basés sur les poids moyens leur ont fait croire que leur avion respectait les limites établies pour un décollage sécuritaire. Lorinda Ward veut savoir si le poids et le centre de gravité du Beechcraft étaient vraiment réglementaires. Nous avons calculé le véritable poids des bagages en plus de celui des passagers et des 2 pilotes. Des techniciens parcourent les lieux de l'accident et pèsent les bagages brûlés des victimes. Doctor, yes, could you tell me please what the last recorded weight of your patient is, please? Ils notent le poids exact des passagers montés à bord de l'avion. 212. Thank you. Après avoir terminé ses calculs, l'enquêteuse en chef découvre qu'en réalité, le vol 5481 pesait 8028 kg, 263 kg de plus que le poids maximum autorisé au décollage. S'ils avaient calculé les poids réels, ils n'auraient jamais décollé sans réduire le nombre de passagers ou de bagages. Comme le poids des passagers était plus élevé que prévu et qu'il y avait un nombre excessif de valises à bord, la queue du Beechcraft était trop lourde.
son centre de gravité était un peu trop loin à l'arrière, ce qui n'avait aucune importance avant la rentrée du train d'atterrissage. Gear up. En s'éloignant du nez, le train d'atterrissage a provoqué un déplacement du point d'équilibre vers l'arrière. Les tentatives des pilotes pour reprendre la maîtrise de l'appareil sont contrecarrées par les commandes de profondeur défectueuses. Quand le train avance et replié vers l'arrière, ils ont perdu la maîtrise de l'avion. Tout ce poids s'est brusquement porté vers l'arrière et la gouverne de profondeur n'avait pas l'amplitude de mouvement nécessaire pour rabaisser le nez de l'avion. À cette altitude, ils n'avaient aucune chance de s'en tirer. Lorsque leur avion a quitté le sol, les passagers et les pilotes du vol 5481 étaient déjà condamnés. Mais ils n'auraient jamais pu prévoir que deux problèmes bien distincts allaient s'associer pour les anéantir. C'était un vol de routine. Ils ont effectué toutes les préparations pour le vol, ils ont calculé leur poids et leur centre de gravité. Ils n'ont rien oublié. Ils se sont alignés sur la bonne piste. Ce vol n'avait rien de spécial. Ils ne savaient tout simplement pas que deux défaillances latentes les guettaient. L'enquête de Lorinda Ward a servi à dévoiler des problèmes qui vont bien au-delà d'un poids excessif et d'un entretien nonchalant. Hey, you got a sec? I have an idea. Ward croit avoir décelé un problème qui n'affectait pas seulement le vol 5481, mais tous les avions navettes qui sillonnent le ciel. Les enquêteurs du NTSB prétendent que tous les écrasements d'avions améliorent la sécurité aérienne, et le vol 5481 ne fait pas exception. 14 mois après l'accident, Lorinda Ward et son équipe déposent un rapport afin de s'assurer que les erreurs ayant mené à la mort des voyageurs du vol 5481 ne se répéteront jamais. Entre autres, Mme Ward recommande que la FAA révise la liste des poids moyens des passagers et des bagages, qui sont restés les mêmes depuis 1936. Comme plusieurs études suggèrent que les Américains et les adultes d'autres nationalités prennent du poids année après année, elle doute fort de l'exactitude de ce soi-disant poids moyen. Nous avons recommandé à la FAA d'envoyer ses représentants surveiller les aéroports durant l'été et l'hiver afin d'évaluer si les poids moyens établis en 1936 reflétaient encore ceux des voyageurs qui se trouvaient dans leurs avions. Après avoir pesé un certain nombre de passagers, sans oublier leurs bagages, la FAA tire une conclusion stupéfiante. Le poids moyen d'un passager américain d'âge adulte est maintenant de 88 kilos au lieu de 79 kilos. La FAA réalise également que les sacs de voyage personnels des passagers pesaient en moyenne 2,25 kilos de plus que prévu par les lignes aériennes. Il était grandement temps de mettre les listes de poids moyens à jour. Si ces nouveaux poids moyens avaient été établis le 8 janvier 2003, le vol 5481 n'aurait pas eu le droit de décoller et le commandant Leslie aurait dû faire descendre certains passagers avec leurs bagages. 48107. Cool. 17018. Les pilotes d'Air Midwest utilisent dorénavant un poids moyen de 91 kg par passager et leur avion navette ne transporte plus que 17 passagers, 2 de moins que par le passé. Le rapport de Lorinda Ward précise que malgré l'augmentation des poids moyens, les risques n'ont pas complètement disparu. Elle déclare que les petits porteurs deviendront beaucoup plus sécuritaires lorsque les lignes aériennes cesseront d'effectuer le calcul du centre de gravité à partir de poids moyens et que leurs pilotes calculeront le véritable poids embarqué avant le décollage. De nouvelles technologies en cours de développement permettront aux transporteurs aériens de mesurer le poids réel de leur charge et d'établir le centre de gravité de leur avion en temps réel durant l'embarquement des bagages et des passagers. Cette information est vitale. De plus en plus de gens voyagent à bord d'avions navettes. Compte tenu de la montée en flèche des prix du carburant, ces petits modèles plus économiques en carburant attirent fortement les lignes aériennes. Chaque année, en Amérique du Nord, plus de 12 millions de personnes voyagent à bord d'avions navettes conçus pour transporter moins de 30 passagers. Les problèmes de poids et d'équilibre présentent un facteur de risque plus important à bord d'un petit avion.
Malgré les recommandations de Lorinda Ward et l'émergence des technologies appropriées, presque 70% des petits avions en service régulier n'ont pas abandonné les poids moyens en faveur des poids réels. Et dans l'esprit de Doug et Teresa Shepard, un autre danger menace encore les voyageurs insouciants. Si la FAA surveillait l'application de ces règles de près, la sous-traitance serait avantageuse. Mais dans l'état actuel des choses, de nouvelles erreurs vont sûrement être commises. What about the other steps? Yeah, don't worry about those. Just check the cable tension when you're done, and we're good. Dans son rapport, l'enquêteuse déclare que tous les transporteurs devraient effectuer une surveillance directe afin de s'assurer que même les travaux effectués en sous-traitance sont correctement achevés. Cette enquête demeure spéciale à mes yeux. Je n'avais jamais dirigé une enquête auparavant et sa conclusion a mené à la formulation de 22 nouvelles recommandations de sécurité. Tout cela à partir d'un rapport d'accident d'envergure limitée. Selon les Shepard, les recommandations du NTSB ont été faites bien trop tard, mais au terme d'une longue bataille judiciaire, Air Midwest finit par s'excuser officiellement des erreurs qui ont causé la mort de Christiana Shepard, âgée de 18 ans. My name is Ron Goldman, and my role here today is I will be introducing the public apology, and then I'll have a few words. Dans l'histoire de l'aviation commerciale, ces excuses officielles étaient sans précédent. We are here today to remember the victims of Flight 5481 and to offer our apologies, our condolences, and sincere sympathy to the surviving family members of the passengers and crew who perished in the January 8, 2003 crash of Air Midwest flight number 5481. L'acceptation de la responsabilité suggère que les recommandations faites par les enquêteurs chargés de l'affaire ne seront pas rangées dans un tiroir et qu'elles ne seront pas oubliées. Et si l'industrie ne les prend pas suffisamment au sérieux, elle devra en répondre, que ce soit publiquement ou en privé. Durant une journée de travail, les gens ne devraient jamais oublier à quel point il est important de bien exécuter ses tâches. Quelle que soit notre position sur l'échelle administrative, qu'on occupe l'échelon le plus élevé ou le plus bas, on a tous des responsabilités. Une série d'erreurs et de mauvais calculs ont eu raison du vol 5481, mais certains croient que ce jour-là, la conduite du commandant Leslie a été tout simplement admirable. Avec un avion en perte d'équilibre et des commandes de vol défectueuses, elle n'aurait jamais pu sauver ses passagers, mais ses derniers actes ont peut-être épargné d'autres vies. À mes yeux, c'est une héroïne méconnue. Très peu de gens savent ce qu'elle a fait. Elle s'est battue pour maîtriser son avion et l'éloigner du hangar, et elle a réussi en partie. Elle l'a empêché de frapper le hangar de plein fouet. Ce qui a probablement sauvé la vie de nombreuses personnes qui travaillaient au sol. Lorinda Ward aurait pu mettre fin à son enquête en découvrant les erreurs qui ont provoqué l'écrasement du vol 5481. Mais en cherchant un peu plus loin, elle a assuré la sécurité de millions d'autres voyageurs. Pull down and turn to your right. If you force it, you'll break it. This won't come out, Bob. Push the switch forward. Une vulgaire ampoule électrique empêche un avion de ligne moderne d'atterrir. Screwing around with a 20-cent piece of light equipment on this plane.
Tandis que l'équipage tente de résoudre un problème mineur, une crise majeure se prépare. We're still at 2000, right? Hey, what's happening here? L'avion s'écrase dans un marécage isolé. Et les survivants affrontent bientôt un nouveau danger. Le marécage s'est imbibé de carburant. Cet accident a marqué un tournant dans l'histoire de l'aviation. Cet écrasement allait guider les enquêteurs vers un danger inattendu, dissimulé dans tous les postes de pilotage. Nous sommes le 29 décembre 1972, au début du règne des gros porteurs. Ce Lockheed L-1011 TriStar volant vers la Floride est l'avion de passagers le plus perfectionné au monde. Le commandant de bord du vol 401 d'Eastern Airlines est Bob Luft. Il est au service de la ligne aérienne depuis plus de 30 ans. Son copilote Albert Stockstill et l'officier en second Donald Repo complètent l'équipage de vol. L'avion a laissé le froid glacial de New York derrière lui. Il amorce maintenant sa descente vers Miami. Welcome to Miami. The temperature's in the low 70s, and it's a beautiful night out there tonight. Go ahead and throw them out. Angelo Donadeo est un des ingénieurs en maintenance d'Eastern Airlines. Il est monté à bord pour rentrer chez lui à Miami. Le vol 401 transporte 176 personnes. La plupart d'entre elles ont décidé de célébrer la nouvelle année dans le sud des États-Unis. Ron et Lily Infantino sont mariés depuis 20 jours. Ils ont passé les fêtes de Noël avec la famille de Ron. Le voyant ceinture de sécurité s'était allumé normalement et l'avion amorçait son approche finale. En regardant par le hublot, je voyais les lumières de l'aéroport. Quelques minutes avant minuit, l'avion commence son approche vers l'aéroport international de Miami. Hydraulic panels checked. 35-33. Gear down. Soudain, le commandant remarque une anomalie. Bird, is that handling? No nose gear. Le voyant qui confirme le verrouillage du train avant n'est pas allumé. I'm gonna raise it back up. Le train n'est peut-être pas complètement sorti. Le pilote répète la manœuvre. L'équipage de cabine entend distinctement le bruit du train d'atterrissage. On entend un grincement assez bruyant lorsque les pilotes sortent le train d'atterrissage. Il est facilement reconnaissable. Ils l'ont sorti plusieurs fois, mais nous n'étions pas inquiets. Ce genre de manœuvre n'est pas rare. Nous nous sommes regardés en pensant, bon, on va encore prendre du retard. Mais le voyant ne s'allume pas. Loft ignore si son train d'atterrissage est bien verrouillé. Dans le cas contraire, l'atterrissage risque de tourner à la catastrophe. Tower, this is Easton 401. Looks like we're gonna have to circle. We don't have a light on our nose gear yet. Eastern 401 Heavy, roger. Pull up, climb straight ahead to 2000. Go back to approach control, 128.6. You want me to test the lights or not? Yeah, check it. Don Repo effectue une vérification qu'on surnomme l'arbre de Noël. Tous les voyants d'alarme du poste de pilotage devraient s'allumer pour permettre au pilote de vérifier le bon fonctionnement des ampoules. Le voyant du train ne s'allume pas. Son ampoule est probablement grillée. Mais l'équipage ne peut pas écarter la possibilité d'une double panne. L'ampoule et le train avant pourraient être défectueux. Bob, could you just jiggle the light? Mais le commandant n'arrive pas à atteindre l'ampoule réfractaire. Au sol, le contrôle aérien donne ses instructions au vol 401. Il doit grimper à 610 mètres d'altitude et voler en cercle en s'éloignant de l'aéroport jusqu'à ce que le problème soit réglé. Le copilote Albert Stockstill est toujours aux commandes, mais le commandant Loft a besoin de lui pour retirer l'ampoule grillée. Put the autopilot on here. All right.
Le TriStar possède le pilote automatique le plus perfectionné de l'industrie aérienne. Il pourrait littéralement faire atterrir l'avion. Le copilote le programme afin qu'il maintienne l'appareil à 610 mètres d'altitude. Now, see if you can get that light out. L'ampoule est finalement retirée de son circuit. Richard Pragluski est ingénieur en aéronautique. Comme il emprunte ce vol régulièrement, il se rend compte que l'avion éprouve des difficultés techniques. L'avion se dirigeait vers les Everglades. Je savais qu'il ne s'agissait pas d'un simple délai, sinon il se serait contenté de faire des passages autour de l'aéroport. Dans le poste de pilotage, la situation ne s'améliore pas. Stockstill n'arrive pas à remettre l'ampoule en place. Now, push the switch just forward. Okay. You got it sideways there. Eastern 401, turn left, heading 300. Okay, 300, Eastern 401. Hey, get down there and see if that damn nose wheel is down. Le compartiment électronique de l'avion est situé sous le poste de pilotage. On ne trouve cette pièce appelée le trou infernal qu'à bord des gros porteurs. De là, on peut voir le mécanisme du train avant de l'avion. You got a handkerchief or something so I can get a little better grip on this? Hold down and turn to your right. Anything I can do it Now with? turn to your left one time. Get down there and see if that damn This thing... won't come out, Bob. If I had a pair of pliers, I could cushion it with that I Kleenex. can give you a pair of pliers, but if you force it, you'll break it. Just believe To hell with it, to hell with this! Get down and see if we're lined up with that red line. That's all we care. Screwing around with a 20-cent piece of light equipment on this plane. Tandis que l'équipage technique tente de résoudre le problème, Richard Pragluski aperçoit une vision étonnante par la fenêtre de son hublot. Une tour se détachait sur l'horizon à ma droite, et j'avais l'impression que l'avion suivait une trajectoire de descente, ce qui m'a plutôt surpris. Pragluski a remarqué un détail qui semble avoir échappé au pilote. L'avion se rapproche dangereusement du marécage des Everglades. Put it in the wrong way, huh? Looks square to me. Can't you get the hole lined up? I don't know what the hell's holding that damn thing in there. Sans feu vert, l'équipage du vol 401 d'Eastern Airlines n'a aucune raison de croire que le train d'atterrissage du L-1011 est bien verrouillé. Le mécanicien de bord, Don Repo, s'est glissé dans le ventre de l'avion. Le trou infernal est doté d'un hublot qui lui permettra de voir si le train avant est vraiment verrouillé. I don't see it down there. Huh? I don't see it. It's not lined up. I can't see it. It's pitch dark, and I throw the little light and get nothing. Wheel well lights on? Pardon? Wheel well lights. On? Le commandant Loft a oublié d'allumer l'éclairage extérieur qui illumine d'ordinaire le train d'atterrissage. Now try it. American 737, turn right into 010, intercept 48. À l'aéroport de Miami, le contrôleur Charlie Johnson vient de guider un autre gros porteur en difficulté. National 607 has landed without incident. Fire trucks were deployed, but they weren't used. Il remarque que le vol 410 d'Eastern Airlines semble avoir rapidement perdu plus de 300 mètres d'altitude. Mais il n'en fait pas grand cas, car les balayages radars de la tour de contrôle peuvent transmettre plusieurs images erronées d'affilée. Eastern 401, how are things coming along out there? Okay, we'd like to turn around and come back in. Le commandant Loft est persuadé qu'il obtiendra la confirmation de verrouillage de train et il veut revenir à l'aéroport. Eastern 401, turn left, heading 180. Actuellement, l'avion s'éloigne encore de l'aéroport en direction ouest. Il n'atteindra pas sa trajectoire d'atterrissage avant plusieurs minutes.
Au cœur des Everglades, Robert Markey chasse la grenouille avec un ami. Le vol 401 d'Eastern Airlines survole bruyamment leur position. J'ai vu ces lumières qui traversaient le ciel. Il faisait tellement noir qu'il n'y avait pas de ligne d'horizon à l'ouest. Mais on pouvait quand même deviner son altitude. Soudain, les pilotes remarquent un fait alarmant. We did something to the altitude? What? We're still at 2,000, right? Hey, what's happening here? Les lumières de la cabine se sont mises à vaciller et j'ai entendu un bruit fort. On aurait dit que l'avion était violemment secoué. Puis ça a été la catastrophe. Dans la tour de contrôle, le radar indique maintenant que le TriStar vole au-dessus de la mer, comme s'il effleurait les vagues. Eastern 401, I've lost you on the radar there, your transponder. What's your altitude now? Le vol 401 ne donne aucun signe de vie. Dans les ténèbres d'un marécage isolé, les survivants de l'écrasement sont plongés dans un véritable cauchemar. Bob Markey se précipite vers le lieu de l'accident. En poussant le moteur à fond, j'ai dû atteindre le lieu de l'écrasement en une quinzaine de minutes. Par chance, Richard Pragluski a survécu. Je savais que j'étais blessé parce que je voyais mes vêtements qui pendaient le long de mon corps. J'étais presque nu au-dessus de la ceinture et des lamelles de peau se détachaient de mes bras. Ron Infantino s'est évanoui au cours de l'impact. Il reprend connaissance dans le marécage. J'ai été projeté assez loin. Quand je me suis éveillé, j'étais complètement isolé. Lily. Lily. Et il est gravement blessé. Sa jeune femme Lily était assise à côté de lui, mais il ne la voit nulle part. L'eau du marécage a éteint les flammes, mais 20 000 kilos de carburant s'y sont répandus. Une seule étincelle pourrait provoquer un brasier mortel. Ça aurait été trop bête de survivre à l'écrasement, puis d'exploser en flammes parce qu'un idiot avait grillé une allumette. C'est ce qui m'effrayait le plus. Pressé de secourir les survivants, Bob Markey saute dans le marécage. Il ressent très vite la brûlure du carburant sur sa peau. J'ai dû recevoir des traitements médicaux pendant près d'une semaine. Markey découvre rapidement un survivant en danger. L'homme est encore attaché à son siège et il risque de se noyer. Sa tête glissait régulièrement sous l'eau. En voyant, il m'a dit « Aidez-moi, je ne peux plus garder la tête hors de l'eau. » Alors je l'ai aidé en redressant son siège. Bob Markey sauve des douzaines de survivants de la noyade. Loin des autres survivants incapables de bouger, Ron Infantino a bientôt une nouvelle raison de s'inquiéter. Au bout d'un certain temps, j'ai entendu les alligators et les serpents remuer dans les herbes aquatiques.
Je savais que si un alligator ou un serpent venait près de moi, je n'aurais aucune chance de me défendre. Quelques minutes après l'accident, les hélicoptères de la garde côtière se mettent à la recherche de l'épave. Mais dans la nuit noire, ils n'arrivent pas à la trouver. De nombreux voyageurs s'accrochent à la vie, mais s'ils ne sont pas très vite secourus, ils mourront. Bob Markey tente d'attirer les hélicoptères de la garde côtière vers les débris du vol 401. Je voyais bien qu'il volait dans la mauvaise direction. J'ai agité ma lampe vers le ciel jusqu'à ce qu'ils l'aperçoivent. Et ils ont fait demi-tour. J'avais l'impression d'être dans le marécage depuis un bon moment quand j'ai enfin entendu un hélicoptère. C'était un son merveilleux puisqu'il signifiait qu'on nous avait trouvés. Moins d'une demi-heure après l'écrasement, la garde côtière arrive sur les lieux. Mais le site d'atterrissage le plus proche est à 100 mètres de distance. Bob Markey se précipite à la rencontre des sauveteurs pour leur faire traverser le marécage. Son premier passager est le secouriste Don Schneck. Je suis monté à bord de l'hydroglisseur. Il m'a demandé où étaient les autres secouristes et j'ai répondu « Il n'y a que moi. Allons-y. » Il m'a conduit dans le marécage, puis il s'est immobilisé en disant « Je n'irai pas plus loin. J'ai peur d'écraser quelqu'un. Il y a des corps partout. » Don Schneck se met à la recherche des survivants. Je me suis approché d'un gros objet que j'avais vu de loin et j'ai compris qu'il s'agissait du nez de l'avion. Schneck est étonné de découvrir que le commandant Bob Luft a survécu à l'écrasement. Il était mal en point. Sa peau était zébrée de lacérations et je savais qu'il avait des côtes fracturées. Il était également en état de choc. Je l'ai calmé, puis j'ai dit « Je suis seul pour le moment, mais d'autres secouristes sont en route. Il faut tenir le coup. » Il m'a dit qu'il allait mourir, et j'ai tenté de le persuader du contraire. Il fallait qu'il s'accroche. Je me sentais impuissant parce que j'étais seul. Je me suis retourné encore une fois en direction de Miami en songeant « Où diable sont-ils tous passés ?» Mais cette fois, j'ai vu une cinquantaine de points lumineux s'avancer vers moi et je me suis dit « Merci, mon Dieu. » Le copilote Albert Stockstill a été tué au moment de l'impact. Le commandant de bord, Bob Luft, est mort sur les lieux de l'écrasement. Angelo Donadeo et Don Repo sont encore vivants. On les conduit d'urgence à l'hôpital. Le bilan est lourd. 77 survivants, 99 morts. À l'aube, tous les blessés ont déjà été transportés dans divers hôpitaux de Miami. Ron Infantino fait partie des blessés, mais sa survie est incertaine. Un prêtre est venu me donner les derniers sacrements. J'ai compris que j'étais mal en point. Bien sûr, j'ai eu peur. En même temps, je pensais sans cesse à Lily. Je voulais savoir si quelqu'un l'avait vue, mais on nageait en plein cauchemar cette nuit-là. La nouvelle de l'accident fait le tour du monde. C'est la première fois qu'un gros porteur s'écrase, et la tragédie du vol 401 a causé le plus grand nombre de morts dans l'histoire de l'aviation commerciale à ce jour. Dès le début, les enquêteurs du Conseil national de la sécurité des transports, le NTSB, ressentent une immense pression populaire.
C'était un vrai casse-tête, parce qu'il s'agissait de l'avion de ligne le plus récent, le plus perfectionné, et que l'appareil était en parfait état de marche. Le NTSB savait que l'enquête risquait d'être longue et qu'elle soulèverait de nombreux problèmes à différents niveaux. Malgré tout, le lieu de l'écrasement fournit un indice crucial aux enquêteurs. La position des débris leur apprend que lorsque l'avion a heurté le marécage, son nez était redressé, comme s'il se préparait à se poser sur une piste d'atterrissage. Il est évident que sa descente a été lente et progressive. Les enquêteurs du NTSB documentent les derniers réglages de nombreux instruments de bord et découvrent que le pilote automatique était programmé pour maintenir l'avion à une altitude de 610 mètres. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? L'expert en maintenance Angelo Donadeo est interrogé. Tout ce qu'il peut dire, c'est que l'équipage technique tentait de réparer une ampoule grillée juste avant l'accident. En quelques jours, on retrouve les deux boîtes noires du L-10-11. Les enquêteurs espèrent qu'elles les aideront à éclaircir le mystère. Mais avant qu'ils puissent analyser leurs données, le mécanicien de bord Don Repo meurt à l'hôpital. De son côté, Ron Infantino reçoit une terrible nouvelle. Le corps de sa jeune femme a été retrouvé sous une aile de l'avion. Lily était une femme merveilleuse. À l'époque, nous avions tous les deux 27 ans. C'était mon premier amour. Ron est torturé par un souvenir. Juste avant l'accident, Lily et lui avaient échangé leur siège. Ils avaient échangé leur siège sans raison particulière au cours du vol au retour des toilettes de Lily. Puis elle s'est noyée dans le marécage et Ron a survécu. Le marécage a sauvé certains voyageurs, mais il en a condamné bien d'autres. C'est ce qui a sauvé la plupart de nos vies. Quand l'avion s'est démantelé, la boue du marécage a absorbé toute sa puissance motrice et ces morceaux se sont dispersés. L'eau boueuse du marécage bouche les plaies des blessés. Sans elle, plusieurs d'entre eux auraient perdu trop de sang pour survivre. Mais un nouveau danger menace la survie des passagers. Leurs plaies sont infectées, contaminées par un organisme mortel qui vit dans la boue noire des Everglades. Cet organisme provoque une infection qu'on appelle la gangrène gazeuse. Elle peut tuer un humain en 2 jours à peine. La gangrène gazeuse peut uniquement être anéantie dans une enceinte à oxygène hyperbare, c'est-à-dire un caisson pressurisé dans lequel on introduit un fort pourcentage d'oxygène. L'oxygène pénètre dans les plaies et détruit les bactéries. 8 des survivants souffrent de gangrène gazeuse. Et on doit trouver des enceintes hyperbares pour chacun d'entre eux. La seule autre option est l'amputation du membre infecté. Le bras de Ron Infantino est gravement atteint. Un médecin est venu me voir et il m'a dit « C'est bien la gangrène gazeuse. Soit on ampute votre bras immédiatement, soit on vous colle dans un caisson à oxygène hyperbare. » Malheureusement, on n'en a qu'un à l'hôpital Mercy et il est déjà occupé. Si les médecins ne lui trouvent pas un autre caisson à oxygène hyperbare, Ron Infantino perdra son bras. Tandis que les médecins luttent pour sauver le bras de Ron Infantino, les enquêteurs examinent les débris du L-10-11 TriStar. Ils vérifient ses commandes de vol, ses moteurs et ses instruments de bord, de même que ses systèmes électriques et hydrauliques. L'avion était presque neuf et il était en parfait état. L'écrasement n'avait pu être causé par une défaillance mécanique. Certaines pièces de l'avion sont en si bon état que le NTSB les rend à Eastern Airlines afin que la société les installe dans d'autres appareils de sa flotte. Ron Infantino est finalement envoyé à la base navale de Panama City, où les autorités médicales ont trouvé un caisson hyperbare vacant. Il y passe 40 heures.
Mais l'oxygène pressurisé lui sauve la vie en détruisant les bactéries mortelles. Gentlemen, we have 3 causes of the crash to explore. Un gros porteur à la fine pointe de la technologie a perdu des centaines de mètres d'altitude à l'insu de son équipage. Pourtant, les enquêteurs savent qu'il était en parfait état. Ils étudient d'autres causes potentielles de dégringolade. Leur première hypothèse est celle d'une incapacité indécelable du pilote. L'autopsie du commandant Bob Loft dévoile un fait macabre. Une importante tumeur non diagnostiquée se développait dans le cerveau du pilote. Et la pression de la masse cancéreuse gênait sa vision. Les rapports médicaux révèlent qu'entre 50 et 52 ans, l'acuité visuelle de l'œil gauche du commandant avait considérablement diminué. Les médecins croient que sa vision périphérique était affectée et que la tumeur aurait même pu causer des taches aveugles. Tandis que l'ampoule grillée monopolisait son attention, il n'a peut-être pas vu les chiffres inquiétants de son altimètre. Les enquêteurs évaluent maintenant la possibilité stupéfiante qu'un problème médical non diagnostiqué ait pu jouer un rôle dans le premier écrasement de gros porteurs de la planète. We're still at 2000, right? Hey, what's happening here? Les enquêteurs se renseignent au sujet du commandant Loft. Ils interrogent ses proches et épluchent ses dossiers médicaux. Selon la famille et les amis de Bob Loft, sa vue était excellente. Il était un tireur d'élite. Il était même capable d'atteindre une cible aussi minuscule qu'une colombe. Le dossier personnel de Loft signale qu'après un récent examen médical, on lui avait prescrit des verres correcteurs dans l'exercice de ses fonctions. Mais les preuves ne semblent pas indiquer que sa vue était dangereusement compromise. Il avait 55 ans. Qui atteint l'âge de 55 ans sans porter de lunettes de lecture? Très peu d'entre nous. Le docteur Joe Davis, qui a effectué l'autopsie, m'a dit que même si la tumeur exerçait une pression sur la zone du cerveau qui gère la vision, il n'avait aucune raison de croire que celle du commandant Loft était affectée. À son avis, la tumeur n'avait pas causé l'accident. Les enquêteurs ne savent toujours pas pourquoi le vol 401 avait amorcé une descente. Put the autopilot on here. Le pilote automatique censé maintenir une altitude de 610 mètres aurait-il pu subir une défaillance? Par chance, les ordinateurs de bord du L-1011 fonctionnent encore. L'équipe les retire de l'épave afin de les étudier de près. 11 jours après l'accident, le calculateur du pilote automatique est transféré dans un autre TriStar. L'avion répète le vol de son prédécesseur. Le pilote automatique maintient l'appareil à 610 mètres. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait la nuit de l'écrasement? Les enquêteurs devront explorer d'autres pistes pour éclaircir le mystère. Une autre question se pose. Pourquoi la tour de contrôle de Miami n'a-t-elle pas prévenu l'équipage de la brusque descente de son avion? Le premier radar tridimensionnel de la planète venait pourtant d'y être mis en service. Grâce à lui, le contrôleur aérien Charlie Johnson connaissait la position, l'altitude et la vitesse du vol 401. Mais il devait guider 5 autres avions et il venait de superviser un atterrissage d'urgence. L'urgence réglée, il a enfin remarqué que le TriStar volait à 275 mètres d'altitude. À cette époque et encore aujourd'hui, mais le problème était plus sérieux il y a 30 ans, l'écran radar pouvait cesser d'afficher l'altitude exacte d'un avion pendant 2 ou 3 minutes et transmettre une altitude totalement erronée, puis afficher la bonne altitude au prochain passage de l'appareil. Mais cette nuit-là, le contrôleur aérien a vérifié les résultats, ce qui est tout à son honneur. La nuit de l'accident, Johnson a communiqué avec le vol 401. Eastern 401, how are things coming along? Okay, we'd like to turn around and come back in. Eastern 401, turn left, heading 180. Après ce bref échange, Charlie Johnson a cru que tout était rentré dans l'ordre. Eastern 401, how are things coming along out there?
Les enquêteurs concluent qu'à ce moment précis, seul le contrôleur Johnson pouvait voir que l'avion perdait de l'altitude. Ils découvriront bientôt pourquoi il n'a pas partagé l'information avec les pilotes du L-10-11. Les enquêteurs se demandent pourquoi la tour de contrôle n'a pas prévenu l'équipage technique du vol 401 que son avion perdait de l'altitude. Ils se tournent vers la FAA et apprennent qu'à l'époque, cela ne faisait pas partie des tâches d'un contrôleur aérien. À l'époque de l'écrasement, la FAA demandait aux contrôleurs d'approche de surveiller la distance qui séparait les appareils en vol. Elle ne leur demandait pas de maintenir leur altitude par rapport au sol. Les enquêteurs veulent maintenant savoir pourquoi les circuits d'alarme de l'avion n'ont pas prévenu le pilote du danger imminent. Le L-10-11 était équipé d'un signal d'alerte qui devait retentir s'il atteignait une altitude de 76 mètres au-dessus ou en dessous de l'altitude programmée par le pilote. Mais en écoutant l'enregistrement, on entend très bien l'alerte se déclencher au moment où l'avion atteint une altitude inférieure à 533 mètres. Did you hear that? How did they miss it? Ils étudient la transcription des conversations de postes de pilotage dans l'espoir de comprendre ce qui s'est passé. Put it in the wrong way, huh? Swear to me. Puis les enquêteurs remarquent que juste avant le déclenchement de l'alerte de basse altitude, les deux pilotes étaient préoccupés par le problème de l'ampoule grillée du train avant. Leur conversation révèle également que le mécanicien de bord était sous le poste de pilotage, dans le trou infernal, et que le carillon d'alerte a été transmis par un des haut-parleurs de son aire de travail. Les enquêteurs comprennent que les deux pilotes n'ont pas entendu un signal d'alarme pourtant très audible, parce qu'ils tentaient de résoudre un autre problème. Le carillon qu'on entend clairement sur la bande audio de la boîte noire n'a eu aucun impact sur le cerveau des occupants du poste de pilotage. Non pas parce qu'ils étaient distraits, mais parce qu'ils étaient obsédés par un problème spécifique. C'est le propre de l'être humain. L'équipe d'enquête croit maintenant que la distraction a pu jouer un rôle dans l'accident fatal. En effet, plusieurs instruments de bord auraient dû afficher la baisse d'altitude. Ça soulève une question fondamentale. Pourquoi les pilotes étaient-ils préoccupés au point de ne pas regarder le tableau de bord? L'équipe d'enquête devait étudier les êtres humains et leur interaction. Il leur fallait découvrir pourquoi personne ne surveillait l'avion tandis qu'il perdait graduellement de l'altitude. Et en 72, ce genre d'interrogation terrifiait l'industrie. Les enquêteurs rencontrent plusieurs pilotes et font une découverte étonnante. Les pilotes admettent qu'ils faisaient totalement confiance aux nouveaux pilotes automatiques installés à bord de leur avion. À l'époque, ils étaient peut-être dans un état de dépendance technologique. Les enquêteurs croient que les pilotes du vol 401 avaient une telle confiance en leur pilote automatique qu'ils ne surveillaient pas leurs instruments de bord aussi souvent qu'ils auraient dû le faire. Now, see if you can get that light out. Après avoir engagé le pilote automatique, aucun des pilotes ne s'est soucié de diriger l'avion. Still gotta find out why that plane went down. Une pièce essentielle du casse-tête échappe encore aux enquêteurs. Si le pilote automatique fonctionnait normalement, pourquoi l'avion a-t-il plongé dans le marécage? La conversation démontre que la perte d'altitude du L-10-11 n'était pas délibérée. We're still at 2000, right? Hey, what's happening here? Que s'était-il passé? Le NTSB obtient une réponse déconcertante à cette question durant une audience publique tenue à Miami 2 mois après l'écrasement. Avant l'audience, Daniel Gellert, un pilote d'Eastern Airlines, écrit au président du NTSB lui offrant de témoigner en son nom. En volant à bord d'un L-10-11 TriStar, il avait remarqué quelques anomalies. Durant l'audience, Gellert déclare qu'au cours d'un vol récent, il avait échappé une carte sur le sol par inadvertance.
En se penchant pour la récupérer, il a effleuré le manche de commande et il a remarqué les effets de son faux mouvement sur le pilote automatique. L'élément qui maîtrise l'altitude s'est désengagé instantanément. Le NTSB apprend ensuite que Gellert n'est pas le seul pilote à avoir vécu une telle expérience. En fait, 17 jours après l'accident mortel, Eastern Airlines avait affiché une note sur le babillard de la société et l'avait postée à tous les pilotes de TriStar. Le bulletin d'information les prévenait de prendre garde à ne pas heurter le volant de commande. On avait déterminé que le moindre petit coup pouvait désengager le pilote automatique. Le mano-contact est un des éléments inclus dans les avions de ligne moderne. Si l'un des pilotes doit rapidement reprendre le contrôle de l'appareil, il n'est pas obligé de se pencher et d'ajuster le panneau de commande. Il lui suffit d'attraper le manche pour désengager le pilote automatique. L'enregistrement de données de vol indique le moment précis où le L-10-11 s'est mis à perdre de l'altitude. Il était exactement 11h37 minutes et 8 secondes. En étudiant la transcription de l'enregistreur de conversation, les enquêteurs sauront ce qui s'est passé à ce moment précis. Hey, get down there and see if that damn nose wheel is down. Selon les enquêteurs, en se retournant pour parler au mécanicien de bord, le commandant Loft a dû heurter son volant de commande en appliquant une pression suffisante pour désengager l'élément du pilote automatique qui contrôlait l'altitude de l'avion. À l'insu de tout l'équipage, un simple coup de coude sur le volant de commande a provoqué la descente progressive du L-10-11. Et par une nuit sans lune, aucun repère visuel n'a aidé les pilotes à se rendre compte du changement d'altitude. Le NTSB tire une désolante conclusion. La tragédie a été causée par une erreur de pilotage. L'équipage était distrait et il a manipulé inadéquatement les systèmes automatiques perfectionnés du TriStar, en partie à cause d'une formation inadéquate. Cet accident a marqué un tournant dans la sécurité de l'aviation commerciale. On s'en est rendu compte 10 ou 15 ans plus tard, en réalisant à quel point il avait concentré notre attention sur les habitudes courantes dans les postes de pilotage. À l'époque, elles n'étaient pas seulement fautives, elles étaient carrément dangereuses. Les enquêteurs font une dernière découverte. En démontant le voyant du train avant, ils se rendent compte que l'ampoule était effectivement grillée. Go ahead and throw them out. Le train d'atterrissage du vol 401 était bien verrouillé. L'avion aurait pu atterrir sans problème. Il y avait un seul élément défectueux à bord cette nuit-là, une ampoule électrique de 12 $. L'héritage du vol 401 ne sera pas entièrement révélé avant plusieurs années. L'écrasement finira par influencer l'entraînement des pilotes et les méthodes d'enquête des experts. Entre-temps, la tragédie du vol 401 d'Eastern Airlines prendra une tournure inattendue. L'enquête du NTSB sur l'écrasement du vol 401 d'Eastern Airlines dans les Everglades est terminée. Plusieurs recommandations ont été émises pour éviter des accidents similaires. Entre autres, de nouvelles règles ordonnent aux contrôleurs aériens de prévenir les pilotes lorsque leur avion descend trop près du sol. À la fin des années 70, la NASA s'est mise à explorer une nouvelle science du comportement conçue afin de réduire les erreurs de pilotage. Il s'agit du CRM, ou gestion de ressources en équipe. La gestion des ressources en équipe signifie que le pilote ne commande pas, tandis que tous les autres se contentent d'obéir. Cela veut dire que le commandant doit être un chef. Un chef écoute ses subordonnés, il interagit avec eux, et ceux-ci n'ont pas peur de donner leur opinion. Des dizaines d'années plus tard, l'accident du vol 401 est encore cité dans les cours de pilotage afin de démontrer un CRM médiocre. Mais on n'avait pas enseigné à Bob Loft ou Burt Stockstill, ni à aucun membre de l'équipage technique qu'en cas de problème, la première responsabilité du commandant était de garder la maîtrise de l'appareil, ou bien de l'assigner formellement à un autre pilote. We're up to 2000. You want me to fly it, Bob? What frequency did he want us on, Bert? 128.6. I'll talk to him. À bord du L-10-11, le commandant Loft n'a jamais assigné de tâches spécifiques.
En fait, les 3 membres de l'équipage technique se sont tous penchés sur le même problème. Le copilote était aux commandes, mais le commandant dirigeait à sa gauche. Déjà, la situation n'était pas claire. Le commandant ne pouvait pas atteindre le voyant d'alerte. Le copilote le pouvait, mais il était aux commandes de l'avion, ce qui présentait un sérieux problème. Et leur formation de pilote ignorait systématiquement ce genre de problème. Aujourd'hui, le CRM entraîne les équipages techniques à ne pas se laisser intimider par l'humeur d'un coéquipier. Ils étaient tous tendus. Et dans une telle atmosphère, on n'a pas le réflexe de dire au commandant « Vous n'auriez pas dû faire ça ». Mais l'évolution de la sécurité aérienne a fait en sorte que les pilotes ont appris à le faire. Après la tragédie du vol 401, des tâches spécifiques ont commencé à être attribuées à chaque occupant du poste de pilotage. Le nombre d'écrasements a diminué d'autant, mais des incidents étranges en ont également découlé. Pendant quelque temps, l'équipage du vol 401 a semblé hanter les autres vols d'Eastern Airlines. Les équipages et les passagers de certains vols ont prétendu avoir vu les fantômes des pilotes morts durant l'écrasement. Plusieurs des apparitions auraient été vues à bord d'avions qui avaient reçu des pièces provenant du TriStar détruit. Et ces histoires de fantômes se propagent rapidement. Un livre entièrement consacré à ces apparitions suggère que les fantômes voulaient protéger les voyageurs d'une nouvelle catastrophe. Les dirigeants d'Eastern Airlines ont réagi aux histoires de fantômes en levant les yeux au ciel, du moins en public. Mais entre eux, ils étaient moins braves. Les apparitions sont si nombreuses que la ligne aérienne finit par retirer les éléments récupérés dans l'appareil accidenté de tous ses autres avions. Aucun des survivants n'a oublié la nuit d'horreur qu'ils ont tous vécue dans les Everglades. Après, je n'arrivais plus à faire confiance aux pilotes. Vous savez, je n'ai pas pris l'avion depuis 10 ans. Mais quand je volais encore, je m'arrangeais pour rencontrer les pilotes avant le décollage, pour leur demander de bien surveiller l'altitude et le tableau de bord. Je ne voulais surtout pas revivre cette expérience. Ron Infantino a perdu sa femme cette nuit-là. Lily. Il a passé plusieurs mois à l'hôpital et a subi de nombreuses opérations chirurgicales. Mais cette expérience lui a ensuite permis d'aborder la vie avec positivisme. L'accident a influencé ma vie. Avant, j'avais l'habitude de numéroter les incidents de 1 à 10, le chiffre 10 représentant le pire. On subit tous des revers dans la vie, c'est normal. Mais j'avais la mauvaise habitude de transformer un 4 en 10. Maintenant, quoi qu'il m'arrive, je sais que ce n'est pas si grave. J'ai adopté une attitude plus positive face aux difficultés de la vie. 35 ans plus tard, de nombreux survivants ont revisité le marécage pour reconnaître les efforts héroïques de Bob Markey. We're here today to recognize and to say thank you. Parmi les rescapés, beaucoup ont survécu parce que Robert Markey était là, à bord de son hydroglisseur. Il les a vus en train de se noyer et il a décidé de sauver tous ceux qui étaient à sa portée. J'espère que nous pourrions tous agir comme lui dans une telle situation. Dans son fort intérieur, il a trouvé le courage de faire ce qu'il a fait. Il a été l'un des véritables héros de cette tragédie.